la plupart du temps, toutes les fois, on enregistre les cours, right? Si jamais vous voyez que je l'ai oublié puis qu'on est en train de commencer la matière, ce qui arrive pas souvent, mais ce qui peut arriver, n'hésitez pas à me le rappeler parce que c'est dans votre intérêt de toujours pouvoir revenir en arrière puis voir une section du cours, un truc qui n'était pas clair ou peu importe, là, dont vous ne vous rappelez plus. Donc, voilà. Au début des cours, la plupart, là, c'est les premiers cours, là, fait qu'il il y a pas mal de jasettes, là. Vous comprendrez qu'on explique un peu ce qu'on va faire, puis on parle. Dans bien des cas aussi, au courant de la session, au tout début du cours, j'aime ça qu'on discute un peu de l'actualité de l'industrie, des jeux vidéo, etc. J'aime ça qu'on prenne un peu de temps juste pour jaser. On n'a pas besoin d'enregistrer au tout début. Mais quand on commence le cours, c'est très important qu'on le fasse. Okay? Donc, généralement, j'y pense tout le temps, mais c'est ça. Ça se peut que je l'oublie une fois ou deux, donc n'hésitez pas. OK? Parfait. Alors, c'est ça. Je vais parler un tout petit peu du déroulement avant de commencer en tant que tel. Laissez-moi partager mon écran. La semaine dernière, comme vous avez vu, j'ai... Attendez un petit peu, OK. Le système est slow un peu ce matin. Donc, j'ai des PDF, des documents pour tous les cours. Et à la fin du cours, des fois pendant le cours, comme je vais le faire aujourd'hui, je vais vous montrer où est-ce que je mets les documents. OK? Donc, sur Teams, je vous montre donc. Ça, c'est la page de notre réunion de ce matin. Dans la rubrique, donc, design, niveau de jeu, qui est donc le cours associé. Les Teams, vous avez compris, c'est les cours. Donc, dans cette Teams-là, vous allez ici en haut dans Files. OK, dans Général, pardon, Général, parce que si vous regardez, on a toutes les semaines. Chaque semaine, c'est évidemment un cours différent. Donc, vous allez dans le Channel Général, vous allez aller dans Files, et puis je vais vous montrer, je vais le faire live devant vous. Je vais amener le document ici, qui est en train de se uploader. Et dans 2 petites secondes, voilà. Donc, le PDF, là, vous pouvez le télécharger et vous pouvez suivre en même temps. Et donc, ça, c'est la première place où est-ce que je le mets. Sinon, laissez-moi vous montrer. À la fin du cours, ça, je ne le fais pas pendant le cours. Ça prend, disons, 1 minute. Là, c'est pas bien long. C'est un petit peu plus long. Je vous montre. Je vais le faire live devant vous aussi. Donc, ça, c'est Omnivox. OK, vous avez peut-être pas exactement toutes les mêmes options que moi parce que moi, j'ai le profil admin pour évidemment le modifier puis mettre des trucs. Mais donc, je le fais devant vous. Ça va prendre 2 secondes. Je suis dans la section Level Design. Je mets le document classe 1. Donc, catégorisé. Hop. Je le fais puis je vous montre où est-ce que vous pouvez le trouver ensuite. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Level Design, cours 1. Hop. Téléverser. Ça ne sera pas très long. Donc, vous avez tout le temps 2 endroits où vous pouvez aller chercher le document. OK? Donc, vous voyez là, ici maintenant, dans niveau de jeu, vous allez dans la section va être liste des documents, là, je pense, quelque part. Donc, comme je vous dis, je ne sais pas honnêtement à quoi ça ressemble pour vous. Je sais que le layout est le même, mais les options, je ne sais pas exactement. Mais je sais que vous avez une liste des documents. Puis, vous allez voir dans Design niveau de jeu. En ce moment, il y a le plan de cours et il va y avoir classe 1. Généralement, ça, je le mets à la fin des cours, une fois que le cours est terminé. Mais souvent, pour ce cours-ci, dans le menu document, oui, OK, parfait. Donc, c'est ce sous-document, vous pouvez aller retrouver ça facilement. Donc, voilà. Des fois, je le mets avant le cours, pendant le cours, puis évidemment, je vous le dis, là, parce que des fois, c'est plus simple que vous puissiez suivre exactement en même temps, dépendamment des cours. Voilà. En level design, généralement, je ne le mets pas nécessairement tout de suite, mais là, pour le premier cours, vous allez voir que ça va être utile. Donc, évidemment, je saute les présentations, c'est déjà fait, on l'a fait la semaine passée, et on se concentre sur la classe de level design. Donc, ça, c'est global, c'est les 15 prochaines semaines, n'est-ce pas? C'est toute la session. Alors, c'est quoi le but du cours? Évidemment, level design, c'est de faire du level design, mais de façon plus poussée, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre c'est quoi le rôle d'un level designer. On va apprendre à créer un level design document. On va apprendre qu'est-ce que c'est un level design document, premièrement.
On va apprendre aussi, on va discuter de l'importance des documents. OK? Puis, on va, je préfère le dire tout de suite, là, on va faire ça un petit peu dans la première partie les premières semaines à peu près 3, 4, 5. Après ça, on va vraiment, vraiment se concentrer sur le level design dans l'engin, puis vraiment plus, comment dire, sur le terrain, j'oserais dire, le virtuel, mais on va vraiment plus faire du travail donc dans l'engin, faire des mécaniques, des hands-on. Merci beaucoup, Samuel. Mais il y a une partie, c'est important de comprendre que game design, level design, tout ce qui est le design de jeux vidéo, il y a une place très importante au niveau de la documentation. OK? Puis c'est la première fois que j'en parle, c'est notre premier cours. Pensez pas que votre job, c'est un archiviste travailler à la librairie, bibliothèque municipale de Montréal, whatever. C'est pas ça. Mais c'est très important parce que du level design, vous n'allez jamais être tout seul. OK? Là, on est dans un cours d'introduction. Donc, c'est sûr que vous allez faire des projets individuels. OK? Je pense que de temps en temps, je vais vous faire travailler en équipe, mais la première session, on travaille plus de façon individuelle parce que c'est important d'apprendre l'engin, d'apprendre la manipulation, etc. Mais dans la vraie vie, j'aime pas ça dire ce terme-là, mais dans la vraie vie, si vous faites du level design, c'est sûr que vous pouvez faire un jeu de A à Z. Vous le savez, il y a des exemples très, très populaires, très connus de gens qui ont fait un jeu de A à Z et qui sont millionnaires. Bon. Dites-vous que ce n'est pas la norme, mais dites-vous que faire un jeu, une seule personne, c'est totalement possible aujourd'hui. Mais la réalité, Angry Bird, Minecraft, on peut en nommer là, en masse. Là. Mais peu importe la nature du jeu, des jeux 2D, 3D, stratégie, action, whatever, il y a de tous les styles, c'est possible. Mais la réalité, c'est que la job de level designer, comme game designer, nous ici, on vous forme pour pouvoir travailler dans un studio. Petit, moyen, grand, ça n'a aucune importance, c'est de travailler en équipe. Et puis, ce qui dit travailler en équipe, admettons que je prends n'importe quelle personne ici, un d'entre vous, puis je vous dis, OK, vous êtes le level designer. Moi, je vais faire l'environnement. Un tel va faire le game design, un tel va faire le design narratif. Tiens, Émeric, peut-être, serait un choix de faire le design narratif. Donc, Émeric, il va de son côté. Il travaille pendant 3-4 jours, on ne le voit pas, il est occupé. Il fait toute l'histoire, il écrit des dialogues pour les quests, les story missions, etc., etc. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui fait les characters. Pendant ce temps-là, vous comprenez un petit peu le principe. Là. Et admettons que vous êtes dans une équipe où il y a 5 level designers. Bien, c'est là où vous allez comprendre l'importance de la documentation. La documentation, ça va du général, okay, le high concept. Là. Donc, notre jeu est un jeu de science-fiction cyberpunk. Le personnage est on va parler de cyberpunk 2077, par exemple. Se retrouve dans telle situation, il faut qu'il fasse l'investigation, nanana, il cherche. Voici le but, le character arc général, c'est ça qu'il recherche. Au travers de ça, les mécaniques sont. Fait que là, il y a une page, c'est les mécaniques de jeu. Ça, ce serait le Game Design Document. On parle de façon très générale de à quoi on peut s'attendre. Après ça, il va y avoir les documents, les chapitres des pages où on va vraiment en détail. Telle mécanique, telle arme, comment le skill tree, comment le character progresse. Fait que là, quand tu gagnes un niveau, tu as 2 points de ability points que tu peux aller sur ton skill tree, puis tu peux te spécialiser dans tel. Puis là, on peut aller ultra dans le détail, puis tout documenter. OK? Tel skill, c'est plus 5 d'attaque, plus 2 de défense. Nanana. Puis on va dans tous les détails. Pour les levels, c'est la même chose. Un level, oui, on fait une map, OK? Puis ça peut être une map générale là, à la main sur un bout de papier, bien, bien, bien général. Mais il faut qu'on comprenne tel level. Mettons, on fait un donjon. OK, fait qu'il y a 5 niveaux. Puis il y a des puzzles pour débloquer une porte ou débloquer un mécanisme pour passer à l'autre niveau. Fait que là, on comprend, OK, fait que là, le design, ça veut dire qu'il faut faire comme ça, puis il va y avoir de la verticalité, puis les ennemis, peut-être, vont pouvoir shooter, parce que s'il y a de la verticalité, est-ce que les niveaux, les étages communiquent ensemble ou pas? Est-ce qu'il y a un mini-boss, etc. Il y a plein de questions à se poser. Mais du moment qu'on travaille à 2, 3, 4, ça prend un document. Parce que tu ne peux pas travailler de ton côté, faire tes affaires. Bon, mais je te passe le dossier, puis tu verras bien. Non, il faut qu'on travaille tout en même temps
à partir du jour 1, on peut travailler même sur le même niveau, là. On peut faire un petit bout. Il y en a un qui peut faire le boss room, OK? Il peut designer, il peut s'assurer que tout fonctionne. Il y en a un qui va faire, par exemple, s'assurer que la distance est bonne. Ça a l'air aussi con que ça, là, mais que ce soit un MMO, un jeu d'action, un jeu d'aventure, juste s'assurer que courir en ligne droite, ça ne soit pas trop long. Qu'il n'y a jamais de moment où c'est comme, bon, OK, il ne se passe rien. Il faut que ce soit engaging, comme on dit en anglais. Faut que ça soit le fun. Il faut qu'il y ait des choses à faire. Il ne faut pas que ce soit plat. En gros, c'est comme une règle assez absolue. Mais donc, pour travailler en équipe, si je peux résumer tout ce que je viens de dire, ça prend des documents. Fait qu'on ne passera pas plusieurs semaines à faire ça, mais on va s'initier à ça. Vous allez en faire un, je dirais un plus travaillé. Puis le projet final, je vous dévoile un spoiler immédiatement, ça va être un level, puis il va y avoir un document qui vient avec. Mais au niveau des documents, je ne vous demande pas de faire 40 pages, ne vous inquiétez pas. Okay? Vous faites une petite production, ça va être un niveau individuel sur lequel vous allez travailler peut-être 4 semaines à la fin de la session. C'est en conséquence le document. Okay? Pour vous donner une petite idée, les levels sur lesquels moi je travaille, dans le studio où je travaille, il y en a que c'est une page ou deux parce que le level est très court, puis il y en a que c'est 10, 15, 20 pages. Fait que tout dépend de ce qu'il y a à dire sur le niveau. Oui, bon commentaire, Samuel. On va en discuter tout ça, évidemment. Travailler en équipe, ça nécessite des systèmes comme Jira, comme Plastic, comme tout ça, où on peut travailler en même temps. Mettons, dans un level, on peut le diviser, on peut faire des sous-levels, créer des nouveaux levels sur lesquels moi je travaille, mon collègue travaille le même jour, en même temps, puis à la fin de la journée, moi je push les updates, lui push ses updates, puis le lendemain, on ouvre le niveau, puis OK, lui il a fait ça, puis OK, cool, ça marche, yes, ça avance. Fait que c'est pas mal important. Donc, évidemment, avec créer un level de jeu, je pense que c'est assez évident qu'on va faire ça. On va en faire plus qu'un en passant, c'est pas singulier. On va s'initier à Unreal Engine 4. Aujourd'hui, on va discuter premièrement pourquoi Unreal par rapport à Unity, puis pourquoi Unreal 4 par rapport à Unreal 5. Okay, on va tout expliquer ça. On va voir aussi donc des éléments de level design. En gros, ce que ça veut dire, c'est la théorie du level design. Okay? Au-delà de dire, ben là, il y a une porte, puis là, je mets des escaliers, puis il faut savoir ce qu'on fait. Puis il y a des principes qui s'appliquent qui vont nous aider à faire des levels efficaces. Oui, Kevin? Je n'avais pas encore installé Unreal Engine. Est-ce que je devrais l'installer maintenant? On va le faire en ce moment tous ensemble. OK, c'est bon. Donc, si vous l'avez d'installer, ben parfait. On va s'assurer que vous avez la même version tout le monde. Mais sinon, c'est normal qu'on fasse ça ce matin. OK? Fait que t'en fais pas. Parfait. Donc, voilà, ça, c'est le survol de ce qu'on va faire au courant de la session. Puis ça, c'est un thème très vague, là. On va voir beaucoup de trucs intéressants, j'espère, pour vous. Et puis, donc voilà, c'est vraiment la théorie, c'est pas pour vous ennuyer avec blablabla de la théorie, on va l'appliquer. La théorie, c'est voici ce qu'on fait en level design, voici un élément ce matin, puis regardons des exemples dans des jeux connus, puis comment l'appliquer, puis pourquoi, à quoi ça sert. OK? Donc, on va commencer tout de suite par quelque chose, je pense, qui est très important. Donc, tous ces merveilleux termes reviennent pas mal tous au même, sont tous différents, mais sont tous quand même du level design. Donc, évidemment, un poste, là, je parle des noms des postes. Selon les studios, le plus commun, évidemment, est appelé level designer. Il y a des studios comme chez Ubisoft, sur Watch Dogs, il y a des gens qui se faisaient appeler des world designers. Qu'est-ce que ça veut dire, world designer? Honnêtement, j'ai juste entendu ça chez Ubisoft. C'est un terme très spécifique. Et non, c'est pas le lore comme Game of Thrones, quelqu'un qui écrit tout avec les familles, puis ci, puis ça, puis tel pays, dans tel continent. Non. Ça, c'est du world building. Puis ça serait plus la job d'un designer narratif, de un, ou du concepteur du projet complet. OK? Donc, c'est pas le level designer qui va faire ça. Donc, dans quel cours vous avez parlé de world building? Je suis curieux. Samuel? OK. Parfait. Donc,
juste pour vous expliquer un petit peu la différence. Donc, ben, level designer, je vais garder ça vague et général. C'est du level design. C'est des gens qui créent des levels. Okay? C'est l'employé dans le studio qui est responsable pour gérer le level. Donc, créer à partir des fois un concept, donc un dessin 2D, juste comme une impression artistique de ah, OK, c'est, mettons, je sais pas, un temple Inca dans la jungle, genre Tomb Raider, pensez à ce genre de truc-là. Juste un dessin, puis de réaliser un level où on peut se promener, puis il y a des interactions, puis il y a des trucs le fun à faire. Donc, c'est comme de créer, puis d'arriver, des fois avec des maps très précises, des fois avec aucune précision. Fait ce que je peux vous dire avant de décortiquer les autres, là, level design, dans bien des cas, c'est une job où il y a énormément de liberté. Okay? Oui, des fois, on a quelque chose de précis. Genre, OK, ça, c'est un boss fight. Fait que c'est une espèce de pièce octogonale ou ronde. Puis il y a 4 portes il y a 2 passerelles. Ça peut être bien précis dans certains cas parce qu'on a planifié le boss fight. On a planifié les mécaniques du boss. Que, mettons, il y a un jetpack. Fait qu'il faut qu'il y ait plusieurs étages. Il faut qu'il y ait de l'espace pour voler. Des fois, vraiment une mécanique de jeu, que ce soit un ennemi, le pattern d'un boss dans Dark Souls, ou une mécanique comme dans Sekiro, le grappling hook que tu peux comme te promener, ça va dicter un peu qu'est-ce qu'on va faire dans le level. Mais des fois, ça va nous guider vraiment de façon précise. Mais je vous dirais, dans la plupart des cas, on a beaucoup de liberté. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool, évidemment. Donc, World Designer, chez Ubisoft, sur la production de Watch Dogs 2, il y a un employé, Tim Simpson, qui a un channel sur YouTube, qui fait plein de tutoriels, qui est très intéressant, qui a discuté de ça. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des levels. Tout le monde sait c'est quoi Watch Dogs, même si vous n'avez pas joué. Watch Dogs 2, ça se passe à San Francisco, puis c'est une ville quand même grande, right? C'est pas l'échelle 1 pour 1 de San Francisco, parce que ça finirait plus, mais c'est une très grande ville. Fait que pour que ce soit intéressant, que ce soit pas juste un huge open world, puis tu n'as rien à faire, il y a plusieurs level designers qui se sont fait attribuer ce terme-là, world designer. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait, mettons, un petit pâté de maisons. Okay? Mettons un bloc là, de 8 maisons, 12 maisons. Puis, on leur disait, OK, faites une side mission. Pas rien qu'il faut créer un personnage, un NPC, avec rien de compliqué. Mais créer une petite séquence de gameplay le fun. OK? Ça pouvait être n'importe quoi, juste de rentrer dans une maison pour aller chercher un power-up, pour faire ci, pour faire ça, ou des petites missions répétitives, les fameux side quests, fetch quests, qui sont nécessaires, comme il faut croire, qui sont nécessaires dans beaucoup d'open world. Donc, c'était pas juste d'avoir un terrain, de faire, OK, je mets une maison, je vais voir un garage, une ruelle. C'était pas juste ça. C'était de faire ça. Ça, c'est plus du level art. OK? C'est comme du fill-in de content, là, juste de mettre des trucs, puis juste ça a l'air beau, puis c'est correct. Ça allait plus loin que ça. Il y avait tout le temps une intention. Il fallait que ce soit fonctionnel, il fallait qu'il y ait une raison d'aller là. OK? Fait que c'était rien de grosses missions, story missions, c'était pas des gros side quests. C'était des petites activités, on appelle ça des errands, okay? Des petites activités on the side, que franchement, ça ne change rien si tu ne les fais pas. Mais quelqu'un qui trippe puis qui veut explorer, il va y aller puis il va faire ah, c'est donc bien cool. Okay? Fait qu'il y a une différence. C'est pas un side quest avec un NPC avec des lignes de dialogue. Là, parce que ça, c'est dispendieux comparé à. Fais juste une affaire. Là, okay? Tu fais une ruelle, c'est compliqué, tu peux pas monter la barrière. Fait que là, si tu montes les escaliers, tu arrives sur la terrasse, tu peux sauter. Puis là, tu peux arriver dans la cour, mettons, de la maison, puis il y a quelque chose, un power-up. C'est rien de majeur, mais sur un jeu comme ça, un huge open world, c'est le fun qu'il y ait des petites affaires comme ça ajoute quelque chose. Right? Fait que World Designer, c'est quelque chose que vous allez voir rarement, soyons honnêtes. Là. Mais Level Artist, c'est extrêmement différent que Level Design. OK? C'est quoi le terme différent? C'est artiste puis designer. C'est quoi la différence? Un artiste, ben, c'est beaucoup plus, évidemment, dans le visuel, dans l'impression artistique de ah, wow, ça, c'est vraiment nice. C'est vraiment j'y crois. OK? Qu'on est dans un domaine post-apocalyptique, Last of Us 2.
un ou deux d'ailleurs, que tu fasses « Oh, wow, OK, là, je vois qu'il est arrivé quelque chose. » Il y a du storytelling, une histoire qui est racontée juste de par l'environnement. Ben, les level artists, c'est ça qu'ils font. OK? Moi, je fais dans le cadre de mon travail, il y a une partie des fois que c'est ça que je fais, parce qu'on en a beaucoup besoin. Quand on travaille sur un jeu qui est, je dirais pas énorme, mais qui est assez gros, il y a du level design et il y a du level art qui est exigé. Donc, qu'est-ce que c'est le level art? C'est du set dressing. Je sais que ça fait bien les termes anglais, mais du set dressing, c'est décorer. OK? Mais ça va au-delà de juste décorer de façon esthétique. Il faut que ça fonctionne dans le level. Il faut quand même qu'on garde en tête le gameplay. C'est-à-dire, euh, oui, c'est ça, ça crée l'ambiance, ça aide à rendre crédible l'environnement, mais pas juste, quand je dis décorer, c'est pas comme mettre des bouteilles sur une tablette dans une maison. C'est sûr que ça en prend, right? Parce que s'il n'y a rien dans la maison, tous les murs sont vides, imaginez, là, on a une maison, right? Ça va prendre des cadres, des peintures, des photos, ça va prendre une télé sur le meuble à télé. Sur la table, il va peut-être y avoir une assiette avec de la bouffe à moitié finie. Peut-être qu'il va y avoir rien dans l'assiette, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que sinon, l'œil fait comme hey, on se donne un vide ici. C'est comme, c'est pas fini. Fait qu'il faut, il y a une partie, c'est de la décoration juste pour qu'on y croit. Puis il y a une autre partie, c'est idéalement ce qu'on appelle du storytelling. Il faut qu'on soit capable, OK, en jeu vidéo, là, je vous donne un principe absolu de base. Il y a c'est en anglais, mais en français, c'est très facile à comprendre. C'est show, don't tell. OK? C'est qu'il faut, en jeu vidéo, il faut qu'on montre. Idéalement, il faut qu'on explique le moins possible. Oui, c'est sûr qu'il y a des cinématiques. Oui, c'est sûr qu'il y a du story exposition. Il y a un personnage qui va expliquer l'histoire. Ici et là, on en a besoin parce qu'on ne peut pas comprendre sans ça. Okay? Fait qu'il y a des moments où c'est essentiel. Mais là où c'est le plus efficace, pour qu'on fait le meilleur job, en level design, en narrative design, en créer une expérience intéressante, c'est qu'il faut qu'on montre aux joueurs. Puis que le joueur, d'autant plus que c'est interactif, évidemment, qui a accès à la caméra, il faut qu'il puisse découvrir par lui-même un bon bout. Il ne faut pas qu'on lui donne, qu'on le nourrisse complètement, qu'on le tienne par la main. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il faut qu'on le laisse un petit peu libre d'explorer. Puis genre Dark Souls, un des nombreux, je dirais, c'est peut-être pas une innovation, mais une des caractéristiques de Dark Souls, c'est que tu comprends l'histoire, puis tu comprends le background en jouant, puis en creusant. OK? Tu vas avoir une armure, une arme, un item. Tu vas lire la description, puis tu comprends un petit peu plus sur une faction. Tu comprends un petit peu plus sur la nature de ci, de ça. Tu fais des liens entre qu'est-ce qui se passe. Je dirais que Bloodborne est un exemple absolu. Mais la série Dark Souls en général aussi est forte là-dessus. C'est un exemple un peu extrême, soyons honnêtes. C'est vraiment pour les hardcore gamers, mais ceux qui découvrent ça font comme wow, ça c'est fort, OK? Parce que ouais, c'est ça absolument, les tutoriels. Puis encore une fois, on en a besoin des tutoriels. C'est une bonne chose. Mais un tutoriel qui finit pas, qui te prend par la main, puis qui interrompt le jeu, puis tu as comme 4 pages de texte à lire, puis c'est des grosses pages longues, puis tu es comme ah, juste montre-moi là en jouant. OK? Déjà, le tutoriel, on y reviendra dans un autre cours, peut-être dans le futur. Mais essentiellement, on veut le voir, on veut le filer, on veut que ça passe tout seul. Si on est interrompu, puis tu sais, press X to attack. Ouais, OK, je comprends qu'il y a des gens qui sont peut-être casual, c'est pour ça qu'on a des tutoriels comme ça. Oui, dans les AAA, mais dans beaucoup de jeux aussi. Donc, anyways. Donc, les level artists ont une job vraiment importante. Ce que fait un level artist, qui est différent du level designer, parce que vous dites, OK, donc c'est quoi le level design? Le level design, c'est vraiment celui qui implémente les mécaniques du game designer. OK? Les mécaniques de base d'un jeu, d'un level. Parce qu'un jeu, c'est plusieurs levels. Right? Même un open world, c'est plusieurs sections qui fonctionnent plus ou moins ensemble ou pas du tout. Mais c'est pas grave, ça reste des levels. Ou, à la limite, on pourrait considérer que c'est un huge level, mais on s'en fout. On va le resserrer puis se concentrer sur des petits morceaux. C'est quoi un level designer? C'est quelqu'un qui s'assure que les mécaniques sur papier fonctionnent.
Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Les unités, les distances, les dimensions, passer au travers des portes, les corridors, etc., etc., etc. Les escaliers, etc. Ça, c'est la fonctionnalité. Au-delà de ça, évidemment, un bon level design, en plus, c'est le fun. C'est bien. Le pacing est bon, le rythme est bon, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Et puis, quand je dis trop long, trop court, c'est dans les interactions. Le level en tant que tel peut être gigantesque, peut être petit. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les story beats ou les gameplay beats soient bien distribués. Puis que peu importe ce qu'on soit en train de faire, c'est le fun. En gros, c'est super simple à résumer. Le level designer, il s'assure que c'est le fun. Okay? Ça a l'air con. Le game designer, lui, il établit des mécaniques plus ou moins simples ou compliquées. Il les implémente dans un engin, dans un endroit clos, pas dans un level. Il s'assure que les mécaniques fonctionnent. Le level designer, il s'assure que ça fonctionne dans l'environnement. Puis le level artist, il s'assure que l'environnement soit de plus en plus beau puis fonctionne avec les artistes d'environnement, okay, qui sont spécialisés, qui font des murs, des textures pour le plancher, pour etc., etc., là, des assets, peu importe, des props, des chaises, des tables. Eux, ils les produisent. Le level artist va les distribuer puis les mettre de façon optimale aussi pour pas que ça bloque le joueur, pour que ce soit disposé de façon crédible. Okay? Si, admettons, je vous donne un exemple super simple. Une bonne job d'un level artist. On est dans un bureau très corporate, une grosse compagnie. C'est très propre. Mettons une méga corporation japonaise. C'est très propre, c'est très clean. Tout est blanc, noir et gris. Vous allez arriver dans une salle de réunion, ben, toutes les chaises vont être ordonnées. Okay? Elles vont tout être en rang, toutes clean. Mais si on est dans un contexte médiéval, dans une taverne, ça ne peut pas être disposé de la même façon. Parce qu'on n'y croirait pas. OK? On n'est pas dans le même contexte. On est dans le fin fond d'une taverne. C'est pas super propre. Il y a des ivrognes par terre. Il y a de la bouffe un peu partout. Les chaises, il y en a une qui va être par terre. Il y en a une qui va être pétée peut-être. Elles vont toutes être tout croche. Right? Ben, ça, c'est du storytelling. C'est comme la base du storytelling. C'est comme, ah, OK, on est dans une taverne. On n'est pas regardant sur la propreté, puis ça n'a pas besoin d'être ordonné. C'est un petit peu pour vous faire comprendre la différence. On va en rediscuter tout au long de la session, ne vous en faites pas. Layout artist, ça c'est un terme, layout artist, qui est beaucoup plus que vous allez voir dans les domaines de production de films 3D. Donc, quelqu'un qui travaille dans un Pixar, ILM, whatever, va faire, ça ressemble un petit peu à du level art, mais ça a une autre fonctionnalité, c'est que un film d'animation 3D, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra, mettons, qui se déplace. C'est un shot. OK? Qu'est-ce qu'il y a dans le shot? Il y a deux personnages qui parlent. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a un décor. Il y a des buildings dans le fond, il y a des voitures qui passent, il y a la lumière du soleil qui vient dans cet angle-là. Ça, c'est toute la cinématographie. Mais au-delà de ça, il y a donc tous les éléments. OK? Fait que, des NPC, ils sont tous NPC parce que c'est pas un jeu, c'est un film, vous comprenez, mais des personnages secondaires ou des extras, des figurants, ben, où on les met? À quelle distance de la caméra? Est-ce qu'on en met 18 ou on en met 12? Ça, c'est la job d'un layout artist. Okay? Fait que c'est pas vraiment du level design, mais c'est des jobs un peu, je veux dire, techniquement qui se ressemblent. Okay? Ça se peut que vous êtes qualifié comme level designer, puis ça se peut que vous trouviez une job comme layout artist. C'est possible aussi. Okay? Fait que ça, c'est les grosses débouchés, si vous voulez. Je peux vous dire qu'un level designer peut aussi faire un peu de game design, peut travailler en environnement aussi. La job de level artist, en tant que tel, implique un petit peu de 3D et de texture. OK? Moi, de temps en temps, ben, je vous donne la définition exacte. Là. Moi, je fais de la 3D, je fais des matériaux, j'importe ça dans l'engin quand j'en ai besoin, là, qu'on n'a pas ce qu'il faut au niveau des ressources que les artistes 3D ont produit, mais je n'ai pas le droit de faire un props complexe. OK? C'est comme la norme. Là. Je peux passer 1 heure ou 2, mettons, sur un truc simple parce que j'en ai besoin. Mais si j'ai besoin de quelque chose de détaillé, je vais faire un request. Je vais demander qu'un artiste 3D qui est à temps plein, qui fait de la 3D, va faire ça. Puis pour l'instant, je mets un placeholder ou je mets rien.
OK? Fait que c'est un peu ça la différence. Puis il y a des... J'ai un ami qui a été level artist sur un triple A. Il n'avait pas le droit de modéliser quoi que ce soit. Parce qu'il y avait genre 30 artistes 3D, puis toutes les assets étaient déjà là. C'était comme si tu en as besoin, ben tu n'en as pas vraiment besoin. Parce que tout ce qu'on a, c'est ça dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de créer quelque chose de nouveau. Tous les objets possibles et imaginables, on les a. Puis s'il y a quelque chose vraiment que tu penses qui est vraiment cool, demande-nous là, on va voir. Puis en gros, on va t'expliquer pourquoi on peut s'en passer. C'est ce qu'il leur disait. Mais vous comprenez le principe. Là. Dans un gros studio, il y a plus de monde qui travaille, donc ils disent on a assez de 3D. Oui, Frédéric. Je me demandais, mettons, le level designer, est-ce que il va prendre, mettons, des assets que les artistes ont fait, puis il va les placer dans l'environnement, ou il va juste vraiment mettre des volumes, tout ça, puis après ça, c'est le level artist qui va mettre ça beau? Très bonne question. Alors, tout dépend. Tout dépend du studio. Dans un plus petit studio, tu vas avoir peut-être, on va dire, mettons, un level designer qui fait ce level-là. Fait qu'ils vont un petit peu tout faire. Right? Dans un plus gros studio, tu vas avoir plusieurs level designers qui vont être spécialisés. Je te donne un exemple. Moi, dans ma job, on est 3 employés level designer, puis il y a 3 managers qui font du level design, 3 ou 4. Il y en a un qui fait toutes les blockouts. OK? Comme 90% des blockouts. Fait qu'il fait toute la structure, s'assure de la navigation, des distances parcourues. Cette pièce-là va être à droite, après ça, on arrive à gauche, puis OK, c'est comme ça. Il transfère le blockout à quelqu'un d'autre. Exemple, à moi. Moi, je vais faire une bonne partie du level art, mais dans certains cas, je suis aussi en charge d'implémenter les mécaniques. OK? Fait que j'ai un document qui explique la mission, c'est ça. Fait que les ennemis vont être là. Il faut bloquer ça. Il va y avoir une cinématique qui va faire un changement dans le level. Fait qu'il y a la phase 1 puis la phase 2. Fait que, vas-y. Right? Fait que je fais, moi, dans ce cas-là, je fais pas mal de level art, mais je fais aussi l'implémentation de mécanique. Mais dans ce cas-là précis, il y a un autre level designer qui a fait le blockout. Donc, pardon, c'est pour ça qu'on travaille souvent ensemble. OK, je te donne un autre exemple. Ben, toujours au studio où je travaille, il y a un des level designers qui fait à peu près exclusivement NPC et navigation. OK? Navigation, ça a l'air comme. Hein? Ben, c'est gérer le AI. C'est gérer où est-ce que, mettons les plateformes. Est-ce que les NPC peuvent sauter? Est-ce qu'ils peuvent ressauter sur la plateforme? Est-ce qu'ils peuvent juste sauter de haut vers le bas? Ou est-ce qu'ils peuvent revenir au même? Est-ce qu'on restreint leur navigation à certains endroits? Est-ce qu'ils peuvent aller partout? Puis on le teste, etc., etc. Donc, lui, sa job à temps plein, presque, c'est ça. OK? Des fois, il fait du level art, des fois, il fait d'autres affaires, mais il est vraiment spécialisé là-dedans. Fait que si tu vois comme moi, un level, de temps en temps, je fais, donc, OK, il y a un boss fight, il y a ci, il y a ça, voici les mécaniques, il y a telle mission, puis il y a un side quest aussi, fait qu'il faut penser à ça, puis à ci, puis à ça. Il va y avoir 2 options pour compléter la mission. Donc, c'est vraiment d'implémenter les mécaniques et en plus du level art. Mais des fois, je fais que du level art. Puis j'ai fait aussi du blockout, uniquement du blockout. Non, c'est pas vrai, du blockout et du level art. Donc, ce qu'il faut retenir dans toutes ces explications-là, c'est que le level design, ça comporte beaucoup, beaucoup de choses. Okay? Et puis, c'est possible qu'un level designer fasse tout. Généralement dans des plus petits studios. Mais plus le studio est gros, plus les level designers vont se spécialiser. Fait que c'est comme une sous-spécialisation dans une spécialisation déjà. Puis, je pourrais vous dire que c'est une des choses que j'aime le plus en level design, c'est que c'est très vaste. Puis évidemment, ça change aussi en fonction du type de jeu, mais même dans le même type de jeu, il y a beaucoup, beaucoup de facettes et beaucoup de trucs à considérer et on ne s'ennuie pas, en gros, parce que tu as vraiment plusieurs types de paramètres à garder en tête quand tu fais du level design. Est-ce que ça répond à ta question, Frédéric? Oui, merci. Parfait. Level engineer. Oui, ben écoute, j'ai pas vu le terme level engineer en tant que tel, mais c'est qu'il y a vraiment plusieurs phases de
de design. OK, il y a vraiment la phase conceptuelle. Comme par exemple, moi, je vais vous prendre un exemple très concret. Là où je travaille, j'ai un lead level design. Okay? C'est notre boss. Puis notre boss, généralement, il fait les concepts de base. Il ne fait pas le concept art. Là. Il fait ce qu'on appelle la première passe. Okay? En tant que tel, il fait le landscape. On va faire ça dans le cadre de notre cours. Là. Le landscape, c'est le paysage. Mais le paysage, c'est le terrain. Okay? La map. Au-delà du terrain de la map, on a des structures, des buildings qui viennent sur le terrain, évidemment. La plupart des fois, il fait le block-out, puis il fait la passe générale. Donc, c'est très conceptuel, c'est du block-out. C'est pas beau, mais c'est ça. OK? Puis là, il passe à moi ou à un des autres employés, puis on fait comme, OK, c'est quoi les mécaniques? OK, il va avoir ça, il va avoir ça. Il va avoir des ennemis ici, ici, là, on peut pas mettre un shotgun. Fait que, OK, ça me dit que le type d'ennemi, puis le type de fight, ça va être ça. Fait que voilà comment on devrait organiser ça. Puis ce qui est vraiment le fun, ce que je répète, c'est qu'on a une énorme liberté. Dans un cadre des fois très précis, OK, c'est là où on s'en va, on peut suggérer beaucoup de trucs, puis c'est vraiment ça. C'est vraiment d'implémenter des gameplays, de le tester, puis de faire, ouais, c'est un petit peu boring, c'est un petit peu comme juste la même affaire. Puis après ça, attends, on va ajouter ça. Puis si je mets ça, puis si je mets un power-up, là, ça va donner une raison, et si tu creuses la tête un peu. Puis des fois, avec des ressources très, 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 des trucs très simples, on peut changer un level de un peu plate, linéaire, à OK, là, ça devient cool. Il y a quelque chose à faire. Oui, Xavier. Juste une petite question. Le document sur lequel les level designers se basent pour savoir où sont les ennemis, puis les Ouais. mécaniques, ça a été pensé par les game designers? Ça a été pensé par bien du monde. OK? Pas exclusivement les game designers. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, puis c'est un point sur lequel je vais revenir souvent. C'est en jeu vidéo, que tu sois un développeur solo, que ce soit juste toi, ou 25 ou 350 personnes, c'est que c'est un travail de collaboration. Puis chacun vient amener son expertise. C'est-à-dire, oui, le game designer, il y a un mot à dire, c'est sûr. Mhm. Mais c'est pas lui qui décide de tout. OK? Puis je te dirais que dans certains types de jeux, ça varie un peu, mais de façon globale, tu as le narrative designer ou celui qui est comme en charge de l'histoire, puis du personnage, du développement du personnage. Il y a vraiment un mot à dire, évidemment, avec le game designer. Puis je te dirais que c'est tous les leads. OK? Lead artist 3D, lead level designer, lead game designer, le producteur du jeu. Peu importe la grosseur du studio, ça vient tout en même. Le producteur, puis on va le voir dans l'autre cours vendredi, là, le producteur, c'est lui qui s'assure que la production se passe bien, mais ça veut dire que tous les domaines art 3D, art 2D, game design, level design, VFX, sound, que tout arrive à travailler pour une expérience. Okay? Que ça soit qu'il y ait une cohésion. Fait que je ne peux pas dire de façon définitive, le game designer décide de ci, de ça, de ça. Le game designer s'assure que les mécaniques, que les idées de mécanique soient développées, testées, puis qu'elles fonctionnent. Après ça, les level designers s'assurent que ça soit bien implémenté dans le monde dans lequel on joue. Puis l'équipe artistique, qui inclut aussi le VFX, le designer sonore et tout, s'assure que tout ça contribue à une expérience fun et qui fonctionne bien. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Mais je te dirais qu'au niveau des mécaniques de jeu, parce que ça reste un jeu vidéo, fait que c'est comme gameplay first, s'il vous plaît. Parce que c'est un jeu narratif, puis il y a des jeux où je dirais que le gameplay est limité. Je pense peut-être. Je ne veux pas insulter aucun studio, mais Life is Strange, Detroit Become Human, Heavy Rain, ce genre de trucs-là. Je ne peux pas dire que le gameplay est limité, mais parce que c'est des jeux vraiment, vraiment, vraiment spécifiques. Mais le trip, c'est vraiment le narratif, puis les choix différents, puis de recommencer un gameplay avec des choix différents. Wow, c'était ça les choix. C'est pas genre des mécaniques de Dark Souls, c'est pas des mécaniques de right, le combat est satisfaisant ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Les levels sont quand même designés de façon autre,
que dans Bloodborne ou Dark Souls, c'est sûr, mais ils sont designés de façon à ce que l'expérience soit le fun aussi. Okay? Fait que selon le type de jeu, qu'est-ce que c'est le but de l'expérience, qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux joueurs, ça va être différent. Mais voilà, le game designer, le level designer, le narrative designer, en gros, tous les designers se travaillent ensemble pour que ça ait du sens. C'est parce qu'on a tous joué à des jeux où le gameplay est bon, mais l'histoire est comme pas intéressante. Même des fois, les characters sont pas intéressants ou les graphiques sont pas beaux, le monde n'est pas nécessairement beau, mais c'est quand même le fun. Je pense qu'on a tous joué à des jeux comme ça. Mais là, le game design est super fort. Les mécaniques sont top-notch, puis c'est le fun. On a aussi tous joué à des jeux superbes, mais plates. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait un équilibre. La réponse définitive, c'est ça. Ce qu'on veut faire, peu importe avec les moyens qu'on a, est-ce qu'on veut faire un jeu de pixel art en 2D ou un jeu super réaliste, on s'en fout. Le but, c'est que ça soit le fun à jouer. Fait que oui, l'input va venir de bien des gens. Perfect. Bien, merci. Cool, ça fait plaisir. Et oui, j'aime l'exemple de Phantasmagoria, qui, je pense, est vraiment une production d'un petit studio. Puis ils ont créé un monstre. Je pense que c'est le cas de le dire. Ils ont vraiment créé quelque chose de top-notch. Ou aussi, on parle de tous les jeux de horreur, survival horror. Le sound design est comme indispensable. Tu sais, si vous jouez au jeu et vous n'avez pas un écouteur ou des speakers, vous n'avez pas de son, c'est correct. C'est comme, ah ouais, c'est beau, je vois, c'est bien fait, ça c'est bien pensé. Mais si tu l'expérimentes avec le son, c'est comme, wow, OK, c'est ça le jeu. Fait que le sound design, pensez pas que c'est juste des bruits d'épée, chling, 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 puis que c'est juste comme, ah, OK, c'est comme on dit, serviceable, c'est juste, bon, OK, c'est là. Il faut que ça fasse partie de l'expérience. Peu importe le type. Encore une fois, FPS multiplayer ou un jeu d'aventure ou un jeu d'horreur, le sound design fait partie aussi du level design, qui fait partie aussi du game design. Fait, tout fait partie de tout. Un jeu, c'est un truc, mais le level design, je vous dirais, c'est c'est quoi le terme que je cherche? Je ne dirais pas que c'est plus important qu'un autre. Donc, je pense qu'on vient de mettre ça au clair que le game design, c'est tout aussi important que le level design. Mais le level design, c'est la réalisation un peu de tout ce qui est à l'état de concept, tout ce qui est sur papier. C'est comme vraiment la réalisation concrète. Et c'est là où c'est comme le point définitif. Le level, c'est là où on joue. Okay? C'est l'espace de jeu. Fait que tout prend forme dans le level. Fait que le level designer, encore une fois, il n'est pas plus important que le game designer. Mais je vous dirais que c'est un domaine où on considère tout. Okay? Quand on design un level, il faut qu'on considère le son. Il faut qu'on considère, OK, ben, y a-tu de la musique, y a-tu pas de musique, c'est juste l'ambiance, puis il y a les sons du character, les sons de l'environnement, les sons d'ambiance, le vent, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à considérer quand on est level designer, et je pense que c'est quelque chose de très cool. Alors voilà, je pense que ça fait tout ce qu'il y a des questions, puis vous en faites pas, on va passer 15 semaines à discuter de level design, puis de level designer, puis tout ça. OK? Donc, voilà. Je vous explique très rapidement, puis je vais vous en montrer des vrais level design documents, de vrais jeux connus, en guillemets. Donc, la façon la plus simple, c'est une map, OK? Avec des icônes. Ça, je voudrais que c'est le point de départ. Okay? On fait une map, puis on met des icônes, puis là, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Mission start, on se passe là, il y a un objectif ici, il y a des ennemis là, puis ici, puis ça. Bon, voilà. Parce que dans la plupart des jeux, vous l'avez remarqué, il y a une map. Puis il n'y a pas beaucoup de jeux où il n'y a pas de map. Oui, il y en a. On peut évidemment trouver des exemples, mais il y a vraiment c'est important. Puis pourquoi? Parce que on crée quelque chose de virtuel qui n'existe pas. T'sais, même Assassin's Creed qui reproduit des endroits qui ont déjà existé, ils font une mise à l'échelle. Pensez, je sais pas, Odyssey, admettons, la Grèce antique. Oui, il y a des villes réelles, puis bon, d'ailleurs, l'Égypte aussi, puis Valhalla, c'est la même chose, là, mais il faut qu'ils coupent en quelque part. Puis déjà, ils sont gigantesques, leur monde. Puis, tant qu'à moi, je suis en train de jouer à Valhalla. C'est un très bon jeu, mais tant qu'à moi, il est broken
pour plusieurs raisons, on en reparlera. Mais il y a des endroits gigantesques complètement vides. Je le sais, c'est ça la vie aussi. Si vous allez dans n'importe quel pays, là, vous sortez de Montréal, là, il y a des immenses endroits où il n'y a rien. C'est ça la nature, c'est ça la vie. Là. Mais est-ce que ça se traduit bien dans un jeu? Moi, je ne trouve pas. Puis je pense pas que tout doit être peuplé et qu'il doit y avoir du monde partout. Là. Une campagne, c'est une campagne. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui manque dans Valhalla, qu'on sentait moins dans Odyssey puis dans Origin. Ça, c'est mon opinion personnelle, puis c'est pas grave. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est ça. C'est que même si on recrée un environnement qui est réel, il faut qu'on le convertisse. Il faut que ça ait du sens en jeu vidéo. Que tu fasses, OK, ils vont de Athènes à Sparte. OK, mais ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, dans la vraie vie, mettons, ça fait 2000 km. Mais tu comprends qu'on ne peut pas faire, OK, ben là, on va prendre le bateau ou on va faire fast travel. Là, on est obligé de faire fast travel toutes les fois, c'est plate. Donner l'option aux joueurs de faire fast travel, c'est correct. Mais de faire, ouais, il faut absolument que tu sortes de la map puis tu loads l'autre map. Là, tu fais comme, ouais. Comme dans Valhalla, si tu vas d'un pays à l'autre, on peut comprendre. Tu sais, si tu fais, OK, je vais de la Norvège à l'Angleterre, ouais, c'est parce que c'est loin. C'est sûr, tu ne peux pas faire une ride de bateau et faire au bout de 3 minutes. Même 3 minutes, ce serait long en ligne droite. Là, ce serait plate. OK? Fait que voilà. Pamela, qu'est-ce que tu me dis? Ah. Oui, Frédéric. OK, je suis content que tu t'amènes ce point-là. Moi, je suis un gros fan de Breath of the Wild, puis je suis très critique aussi. Et puis, il y a un endroit sur la map, je ne pourrais pas vous dire la région, en tout cas. J'en revenais pas à quel point c'était vide. Puis je me suis vraiment dit, voyons, on-tu manqué de budget à ce moment-là? C'est un endroit entre des vallées, il y a comme, en tout cas, ça va être plate à décrire, parce que c'est très général ce que je veux dire, mais anyways, il y a genre quelques fights d'ennemis proches des arbres, tu es comme, OK, c'est là, bon, cool. Puis là, tu prends ton cheval, puis tu marches, tu cours, en fait. Puis il n'y a rien, mais pendant vraiment longtemps. Puis comparé à toutes les autres régions, il n'y a aucune autre place où c'est aussi vide. Puis tu fais comme, OK, je comprends qu'ils veulent nous faire en sorte que ce soit un monde crédible puis que ça existe dans le monde, des endroits vides. Mais je veux dire, c'est plate, c'est un jeu, puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, je vous dis, là, ligne droite, là, pendant genre, tu parles le timer, puis tu es à 4 minutes, là, puis il ne se passe rien. Ouais, je pense, OK, au nord-ouest, mais en tout cas, moi, j'étais pas mal loin dans le jeu quand j'ai découvert ce spot-là. Il me semble que c'est au nord-ouest du plateau initial. En tout cas, peu importe. Je ferai une petite capture vidéo et je vous montrerai à un moment donné. Mais, ouais, au niveau de l'optimisation, non, généralement, c'est pas ça, Samuel, mais c'est un bon guess. Parce que les open world, maintenant, ils load les assets. Si vous avez toujours un jeu où tu avances puis les trucs pop, là, wow. Ça, c'est quand c'est mal fait ou quand c'est mal optimisé. Ce que ça veut dire, c'est que, mettons, la caméra regarde comme moi en ce moment, je vous regarde là, il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien qui est rendered. Comme, tout ça, c'est hide. C'est comme l'ordinateur, la caméra ne le montre, ne le calcule pas. Puis là, la caméra tourne, puis là, ça apparaît, ça pop. C'est comme ça se téléporte. Ça fait en sorte qu'on peut faire des open world. Parce que sinon, ça serait juste pas possible. Donc, une vue de plusieurs kilomètres sur... Ouais, c'est ça. Si tu fais ça, il faudrait que tu loads ta végétation pour qu'elle pop. On ne peut pas tout l'avoir. Puis le streaming, c'est le level streaming, puis le field of view, puis le view stream. Puis c'est un paquet d'affaires qu'on va voir dans le temps comme dans le temps, comme on dit. Oui, Frédéric? Ben, juste pour conclure sur mon commentaire par rapport à Breath of the Wild, Ouais. c'est juste si, mettons, je compare à des jeux open world comme Skyrim où il y a genre des donjons à toutes les 100 mètres. Dans Breath of the Wild, je trouve c'est parce qu'à un moment donné, cueillir des champignons, c'est le fun pendant 5 minutes. Là, mais c'est ça, je trouve qu'il y a énormément de bouts de vide. Je sais que c'est un monde un peu post-apocalyptique, là, mais je sais pas, là, j'espère que le 2 il va être un petit peu plus rempli. Exact. Puis, tu vois, moi, je suis un fan de Zelda depuis le premier. Puis, tu sais, Hyrule, généralement, moi, j'ai joué beaucoup à Link, Link to the Past, où aussi, il n'y a pas des villages partout, mais il y a quand même plus de monde qui est vivant dans ce monde-là. Puis, tu sens que c'est un petit peu plus peuplé. Dans Breath of the Wild, c'est ça. L'histoire fait qu'il y a quelque chose qui est arrivé,
Puis il y a des. Voilà, je ne vendrai pas de spoiler, mais il y a des événements qui expliquent la situation, mais en même temps, le résultat, c'est ah, c'est pas cool. Puis si on parle d'open world, Witcher 3, quand ils l'ont designé, ils ont développé une règle. Puis ils ont appelé ça la règle des 20 secondes. C'est qu'ils disent dans n'importe où sur la map, ou les maps, parce qu'il y a plusieurs maps, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire 20 secondes en ligne droite sans avoir un événement. Okay? C'est-à-dire, on ne parle pas de cueillir des champignons ou des plantes. Ça, c'est 100% partout, partout. Mais dans n'importe quelle direction, tu comptes 20 secondes, puis il y a un point d'interrogation sur la map. Il y a quelque chose. Des fois, il y a des trucs, c'est même pas, puis ça, je l'ai remarqué très récemment, là. Certains spots sur la map, tu te promènes, puis là, tu vois quelque chose. Tu vois comme un cadavre, tu vois des traces de sang, puis ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du storytelling through the environment. C'est que l'environnement raconte une histoire. Mais c'est pas un quest. Il n'y a pas d'objectif. Si tu creuses et que tu as la nature d'explorer l'environnement, tu vas découvrir ces petites affaires-là. Puis ça, c'est des points d'intérêt. Il y en a qui sont plus ou moins cool. D'autres, c'est ah, OK, ça prend 3 secondes. Tu fais OK, c'est cool. Ou tu vois un monstre mort avec du monde mort. Tu vois, OK, il y a une bataille ici. Tu vois qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés. Puis ça, franchement, vous ferez le test là, si vous l'avez, le Witcher 3. N'importe quel point sur la map, tu fais 20 secondes dans une direction, puis il y a quelque chose. C'est vrai. Puis ils se sont dit, on voulait vraiment que ce soit vraiment, vraiment un truc qu'on teste partout sur la map parce qu'on veut que ce soit gigantesque, on ne veut pas que ce soit plate. Puis ça, vraiment, ils l'ont réussi. Le Witcher 3, il y a beaucoup de défauts, mais ça, c'est vraiment un monde qui est riche, puis on sent que c'est habité. J'ai trouvé aussi que Breath of the Wild, malgré toutes les géniales qualités et les innovations et les trucs cool, le monde, moi, m'a déçu un petit peu. Voilà. C'est un tout petit critique que j'ai de Breath of the Wild. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Mais donc, voilà. Walk in the Forest Simulator pour Emmerich. Oui, Jean-Michel, quand c'est mal fait, c'est hyper désagréable. Les assets qui pop à dernière minute ou les textures pop-in. Okay? Que tu vois un arbre, admettons, puis il est très, très flou. Puis, tu le vois. Tu t'approches, t'attends. Puis là, wow, les textures apparaissent, puis hyper détaillé. Ça, c'est quand c'est mal fait ou quand le système rush un petit peu à rendre les assets, les LODs qu'on va voir dans le futur et les textures et que tout soit OK, tout est là. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les jeux, 100% des jeux, sont créés sur PC. OK? N'importe qui crée des jeux, un studio, un indépendant, a un bon PC. OK? Disons que c'est recommandé. Puis oui, il y a des outils pour savoir, mettons, je développe pour la PS4, la PS5, un jeu de mobile ou peu importe. Puis tu peux savoir les specs, puis tu comprends tes limites. Mais ça reste que sur ton ordi, ça va rouler à 80 FPS. Puis tu vas faire comme, OK, ben mettons OK, on augmente ça, on augmente la lumière, on augmente les astraux. OK, c'est à 65. Mais ça, c'est sur un super bon PC qui roule bien. Là, tu peux te mettre du target hardware, PS4. Oups, ça roule à 50, 55. OK, ça devrait être beau. Ouais, mais il faut le tester vraiment, vraiment, vraiment de façon poussée. OK? Fait que tout ce qui est optimisation, tout ce qui est texture pop-in, streaming, etc., c'est beaucoup de testing. Fait que faites pas d'erreur. OK? Dans le développement de jeux vidéo, il y a pré-production, production, testing, et il y a vraiment une énorme phase de testing, de quality assurance qu'on appelle, qui est le jeu roule, tout fonctionne bien. Ça, c'est toi quand tu le testes toi-même, puis ton ami, puis les gens qui sont impliqués dans le projet, mais il faut que tu le fasses tester par des indépendants, idéalement. Puis tous les gros studios, ou bien ils ont leur propre département, okay? Des employés qui font ça, ou ils font affaire avec une autre compagnie. Donc, ils testent les fonctionnalités, ils testent toutes les conditions possibles, les pires conditions, puis là, ils vont vous donner leur juste. Ton jeu, il roule à 22 FPS dans cette condition-là. Fait qu'il faut faire quelque chose. Puis ça fait en sorte que des fois, il faut refaire des assets, refaire des textures. Des fois, c'est juste la façon de streaming, c'est de l'optimisation, c'est des fois de la programmation, etc., etc., etc. Mais oui, l'optimisation, c'est super, super important.
OK? Donc, ben voilà, un level design document, ça. J'avais un petit lien. OK, je peux vous donner ce lien-là. C'est ça, je pense que c'est un. Je pense que c'est plus un fan-made, ou c'est un. Je pense que c'est genre quelqu'un qui. C'est un travail d'école ou quoi que ce soit, mais je vous montre quand même parce que c'est intéressant. Donc, c'est un petit game design document. Je vais vous en montrer plein d'autres dans le futur, vous en faites pas. Mais ça donne une bonne idée. Donc, généralement, un beau document bien travaillé, là, il y a du visuel. OK? Donc, vous voyez, c'est comme une brochure. OK? Pensez à c'est du marketing, même à l'intérieur de l'équipe. OK? Parce que souvent, un jeu, c'est en production pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour les AAA. Maintenant, ça va être pire. OK? Fait que pensez pas que l'avenir est beau, il y a des super beaux jeux awesome qui sortent, mais ça va être de plus en plus long. Puis c'est pour ça qu'on va en reparler, là, mais l'industrie du AAA va devoir se transformer. Il y en a qui disent que ça va crasher, etc., etc. Moi, je suis plus optimiste, mais ils vont devoir changer leur façon de faire. Mais tout ça pour dire que quand vous travaillez sur une production, bien, ça vaut la peine que quelqu'un fasse un super beau document agréable à consulter, puisque vous allez y revenir pendant 4 ans. OK? Puis ce document-là va être updaté, évidemment, mais il y a un nouvel employé qui se joint à l'équipe. Au lieu que quelqu'un s'assoie avec lui pendant 3 jours et lui dire voici le document, consulte-le, puis on va s'en discuter la semaine prochaine, exemple. Fait que voilà, ça passe en revue tout. OK? Ça, c'est un game design document. C'est plus global. OK? Mais un level design document peut inclure des mécaniques précises ou faire un récapitulatif des mécaniques générales. Okay? Pour qu'on comprenne un petit peu. Là, vous voyez la section ici du level. Donc, map, main focal point, other focal points, donc les points d'intérêt, le point central, et voilà une map d'altitude. Ouais, ben oui, ça ressemble. Hein? C'est pas mal pris intégralement. Mais, ouais, c'est-tu Wolfenstein, en fait? C'est Wolfenstein. Ben, anyways, ça vient de la même affaire. Donc, bon, ça, une map comme ça, oui, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment ça qu'on veut voir dans le document. C'est avec une légende, avec des indications claires de où est-ce qu'on va trouver le stock. Et là, on peut aller un petit peu plus en détail. Oui, Émeric? Est-ce que tu avais dit que c'était un fan-made? Je pense que ça, c'est un fan-made document. Ouais. J'espère parce que il y a 2 pages avant, j'ai vu 3 fois dans un paragraphe. Tabarnak, ça fait ouais, dur. ouais. Ça mais fait ça, dur en esti. Malheureusement, ça peut se retrouver dans des documents à l'interne. Le contrôle qualité, il passe pas trop par là. Il écrit meat, viande en anglais, qui a 2 E au lieu de EA, tu sais. C'est sacrément. Où t'as vu ça? 2 pages avant. Je 2 pages avant, là, ici, là. You'll gain health by eating food. Meat will heal you the fastest. Ben, il marque meat comme rencontrer quelqu'un en anglais. C'est my god, ça fait vraiment dur. J'espère que c'était pas un vrai document parce que c'est vraiment. Ça fait vraiment dur. Mais c'est un bon commentaire, Émeric. Moi, je pense un document, ça vaut la peine de repasser, puis de se relire, puis de corriger les fautes, exemple, les fautes de frappe, les fautes de grammaire, de syntaxe. Je suis aussi de ton avis que ça prend. T'es fait une bonne job. Si quelqu'un travaille dans un studio, puis vous travaillez avec un document comme ça vaut la peine qu'il contacte le département de traduction et correction. Donc, et oui, des fois, juste un antidote ou whatever, le software. Anyways, donc, c'est tout le temps bon d'avoir du visuel. Là, évidemment, au début de la production, ça n'existe pas. Les assets n'existent pas, comprenez. Fait que ce qu'on peut faire, moi, ce que je fais beaucoup dans mes documents, je vais sur Google, je prends ou bien des photos de la réalité, mettons, c'est une jungle avec un vieux temple en ruine, mais je prends des photos qui existent d'un temple en ruine qui ressemble à peu près, puis je fais une map où j'explique, bon, ça c'est le style visuel, c'est une jungle, puis il y a des espèces de trafiquants qui ont des espèces de structures un peu broche à foin. Ben ça va se retrouver là, puis ci, puis ça, vous comprenez. On peut prendre des exemples de jeux qui existent, by the way.
des fois, ça se fait là, dans l'industrie, mais les crédits sont écrits. Là. Et ici, là, ça serait écrit genre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le Far Cry 4, Ubisoft, nanana. Puis c'est pas pour publication de toute façon. Okay? Donc, Frédéric, ben, je te dirais que dans l'industrie, il faut que ce soit en anglais. Qu'un studio soit au Québec ou en Suède ou à la limite en Chine, en Inde, au Japon. Au Japon, c'est un petit peu plus conservateur. Ça va être en japonais. Puis si tu vas travailler au Japon, il faut que tu apprennes le japonais, puis que tu prennes des cours de japonais, puis que tu suives en japonais. Mais les documents vont vraiment être en anglais. Nous, dans le cadre de notre cours, ça peut être en français, évidemment. Pas de problème. Ça peut être anglais-français. Aucun espèce de problème. Mais dans la réalité, c'est la langue commune, ça va être l'anglais. Ouais. Puis l'anglais aussi, je vous dis, encore une fois, c'est pas du militantisme ou de la politique, c'est que c'est plus concis comme langue par rapport au français. Donc, c'est une langue qui se prête mieux à... Je vais essayer de trouver, mettons, un meilleur exemple. Là, si c'était en français, ça prendrait plus de texte, mais c'est pas grave. Mais dans des contextes... Dans certains contextes, on a beaucoup de visuels, puis on veut juste une petite ligne de texte. L'anglais, c'est un petit peu plus facile à gérer. Ça va être vraiment plus... la raison, c'est plus parce que l'équipe, généralement, est internationale, puis que la langue commune, ça va juste être ça. Puis voilà, c'est ça, il y en a qui... Ça, c'est du kanji. Ou est-ce que c'est une combinaison? Jean-Michel? Peux-tu nous traduire ce que tu viens de dire? C'est pas grave. Mais, ouais, c'est ça. La langue, ça va être vraiment l'anglais. La langue commune. OK? Hiragana et les kanji. OK, c'était les deux. Voilà. Donc, voilà, ben, je passe rapidement. Vous comprenez l'idée. Généralement, même dans un level document, puis là, OK, il faut quand même que je vous l'explique un petit peu de façon plus précise. Moi, c'est quand je vais vous faire un level design document, vous allez créer, okay, vous allez être en charge du jeu. Vous allez créer pas un jeu complet, vous allez créer un level d'un jeu que vous pouvez créer par vous-même, right? Fait que je veux que vous me dites, je veux que vous m'indiquiez c'est qui le character, c'est quoi un petit peu l'histoire, le background. Je veux pas 25 pages. Ça peut être un petit bloc là, comme ça. Mais ça peut être 25 pages, j'aimerais. Moi, j'aime ça lire. Moi, je suis un lecteur. Fait que si tu te sens le cœur de faire 25 pages, je vais les lire. Mais c'est pas ce que je demande. Tu comprends? Donc, un petit backstory, puis nous mettre en situation, puis go. J'ouvre le level, puis là, je comprends. Ah ouais, OK, je vois selon le background du character, qu'est-ce qu'il fait. Mais sinon, évidemment, dans un contexte de production, ben, on connaît déjà le character. On n'a pas besoin d'un récapitulatif à toutes les levels, évidemment. OK? Donc, voilà, après ça, ben, les mécaniques. Voilà, mécanique, l'énergie, ça c'est un survival, les contrôles. Ça, dans un game design document, on veut beaucoup, beaucoup plus de détails que ça, mais ça, c'est comme un bon sommaire. Okay? Puis je trouve que ça fait une bonne job au niveau, puis comme Rick nous l'a souligné, là, il y a beaucoup de fautes dans ce document. Donc, ouais, à ne pas suivre comme exemple. Okay? Mais c'est juste pour vous montrer un petit exemple visuel que la section du level, ça serait ça, avec ça, et puis quelques informations sur le personnage, le gameplay, puis le monde. OK? Ça, c'est très condensé, c'est un game design document vraiment, vraiment condensé. Voilà, Patrick. Dans le bon vieux temps, OK? Ça fait longtemps que ça n'existe plus. Quand on achetait un jeu, peu importe la console, il y avait un petit livret. Puis dans les bons studios, là, il y avait des livrets vraiment awesome. Là, il y avait genre beaucoup de pages, puis tu avais beaucoup de détails. Puis même des fois, tu avais des trucs sur les mécaniques. Puis ça, c'était le fun. J'aimais beaucoup ça. Moi, j'avais l'esprit collectionneur, mais là, tout est virtuel, tout est sur Steam, puis on n'a plus de livret. Puis, ben, c'est ça. On est à une autre époque, puis il y a d'autres affaires. Mais oui, en gros, c'était ça. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment pour designer les levels. Fait que ça va être plus fonctionnel que d'autres choses. Ce que je vais vous demander, puis évidemment, je vais vous expliquer les détails dans le futur, c'est vraiment un truc technique. Puis, ceux qui n'aiment pas faire de la documentation, dites-vous ceci. Moi, je ne fais jamais de document à la job.
Jamais, 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 jamais. C'est pas ma job. Je les consulte, puis je m'en sers pour faire les levels, puis faire ci, puis faire ça, puis avoir une bonne idée au niveau artistique, puis au niveau des mécaniques, puis ci, puis ça. Mais c'est pas moi qui est en charge de ça. Okay? Généralement, c'est les lead game designer, lead level designer, les producteurs. C'est eux qui font les documents parce que c'est les boss qui sont au-dessus, puis ils donnent des tasks à tous les étages. Donc, nous, pour que tout le monde travaille ensemble, qu'on va dans la même direction, on consulte les documents. C'est eux qui gèrent les documents. Fait que, je vous le fais faire, on est à l'école. On est à l'école, on est là pour apprendre, right? Fait que je vous fais faire une version condensée, une version simple. Puis, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Dites-vous que c'est comme un mal nécessaire. Ça fait partie du genre d'affaires que je veux que tout le monde sache. Vous aurez fait ça. Vous allez savoir comment on fait, qu'est-ce que ça représente comme travail. Fait que vous allez avoir du respect. Quand vous allez arriver dans un studio, puis il va falloir, ça, c'est les designs. OK, on va prendre le temps de les consulter comme il faut, parce que je sais qu'il y a quand même bien de la job derrière ça. Puis, le but de faire ça, c'est pour faciliter la job de tout le monde. OK? Fait qu'encore une fois, ça peut être un aspect qui vous fait vraiment triper, puis vous en faites beaucoup, vous faites de façon élaborée, puis ça va être des bonnes pièces de portfolio pour vous avoir. Okay? Que vous soyez level designer, game designer, world builder, peu importe qu'est-ce que vous allez faire, d'avoir une super bonne documentation puis une méthode professionnelle, c'est déjà des trucs que vous allez mettre dans votre portfolio qui est très intéressant et très important. OK? Ceux qui détestent ça, ah non, moi je veux juste ouvrir l'engin puis qu'on commence à faire de quoi, pas de problème, c'est ça que vous allez faire pas mal tout le temps. OK? Fait que pas de souci. Donc, voici certains outils que vous pouvez utiliser pour ça. Il y en a plein d'autres. Inkscape, GIMP, qui est gratuit, Photoshop qui est payant, PowerPoint qui est payant aussi. Mais ouais, tous ces trucs-là, il y a Google Documents aussi là, pour faire des documents. C'est toujours très pratique. Il y a toujours moyen de... Moi, je ne suis pas un dessinateur, je vous le dis. Là. Je respecte tous les concept artists. J'apprécie le concept art, mais moi, je ne suis pas bon pour faire ça. Je l'ai fait quand j'étais à l'école, on avait un cours de dessin. Oh boy, c'était de la torture. Puis encore une fois, je respecte tous ceux qui le font. J'apprécie l'art 2D, concept art, mais moi, je fais pas ça. Puis ceux qui sont dans le même cas, dites-vous que je ne m'attends pas à des chefs-d'œuvre artistiques. Il y en a qui me remettent c'est sur un morceau de papier, là, des lignes. C'est comme, il y a une rivière là, il y a un cube, ça c'est un building. Là, ici, il y a un X, ça c'est un ennemi. Ça fait la job. Okay? Moi, tout ce que je veux savoir, c'est l'information. Si vous vous amusez et que vous mettez beaucoup de soin, ben, ça va être reconnu. Vous allez peut-être avoir des points bonus. Si on parle juste en termes de notes, là, ce qui n'est pas la fin du monde non plus. Une bonne note, c'est le fun, mais c'est pas ça qui fait la vraie différence. Est-ce que vous allez avoir une job ou pas? C'est de mettre du travail. Que ce soit sur les documents, sur les levels, peu importe. Ce qui est important, c'est de travailler fort et de gagner de l'expérience. OK? Ouais, sur une napkin. Il n'y a rien de mal à ça. Encore une fois, c'est l'information qui est importante. C'est le contenu. Le contenant, que ça peut être le plus beau document fignolé. Fine. Une espèce de truc de Collector's Edition, de Steelbook, là, puis tu vois le vrai design document de Dark Souls, peu importe. Bien cool, là, mais voilà. Parfait. Fait que, on va y revenir quand ça va être le temps, vous en faites pas. Fait que là, on va discuter un petit peu de ça, puis on va l'installer. OK, puis on va dire les choses comme elles sont. Unreal et Unity, c'est les deux engins les plus utilisés, je vous dirais, pour les étudiants. Ça, c'est sûr à 100%. Pour les amateurs, les enthousiastes, puis il n'y a rien de négatif du terme amateur. OK? Amateur, c'est si vous êtes au secondaire puis vous faites déjà des projets, c'est excellent. Si vous êtes un professionnel dans la trentaine, vous faites une autre job puis vous faites ça en side, c'est excellent aussi. Il n'y a absolument rien. RPG Maker, c'est un engin de jeu aussi, totalement, mais c'est limité comparé à ces deux engins-là. Okay? Il existe d'autres engins, on ne va juste pas en parler. Ça, c'est vraiment les deux plus populaires. La réalité, que vous apprenez un ou l'autre, ou les deux, ben, peut-être que vous allez travailler chez Ubisoft dans 2 ans, puis qu'eux utilisent leur propre engin. Okay? Peut-être que vous allez travailler chez EA Motive, puis ils utilisent Frostbite. Peut-être que vous allez travailler
X, Y, Z, peu importe le studio, et ils ont leur propre engin que personne ne peut utiliser avant d'être un employé. Donc, vous ne pouvez pas vous pratiquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas être super bon sur Red Engine puis aller travailler chez CDR Project. Il n'y a personne, à part les employés, qui ont le droit de travailler sur cet engin-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on va travailler sur Unreal ou Unity. Vous et moi, dans les années futures, jusqu'à temps que vous trouviez une job dans un studio, ça va être vos deux meilleures options. Là, si on fait le partage, les parts de marché. Donc, mes chiffres datent d'à peu près 2 ans, fait que ça a changé un peu. Mais en gros, Unity avait 76% du marché, puis Unreal avait à peu près autour de 20 à 22, ce qui ne fait pas 100%, by the way. Il reste un petit pourcentage de Godot, puis de Lumberyard, Lumberyard de Amazon, puis les autres engins. Okay? Fait que là, vous allez peut-être dire, OK, fait qu'Unreal est beaucoup moins utilisé, fait qu'on devrait utiliser Unity. Bien, voici la situation. Voici la définition. Unreal est fait plus pour les AAA, puis les plus gros titres, puis les titres 3D, de façon globale. Okay? Unity est plutôt fait pour les types 2D et mobile, peut aussi faire de la 3D, puis des trucs, je dirais, photoréalistes, hein, mais ce n'est pas la force de Unity. Okay? Ça, c'est les marchés qui visent. Okay? Comment l'engin a été bâti. Au-delà de ça, qu'est-ce que c'est que les langages de programmation? Unreal, c'est C++. Oui, les jeux mobiles, c'est vraiment Unity. Unreal on peut très bien développer des jeux mobiles sur Unreal, pardon, mais avec des chiffres aussi importants, il y a une raison. C'est plus simple, puis c'est plus convivial de développer des titres mobiles avec Unity. Donc, le langage de Unreal, c'est C++, puis le langage de Unity, c'est C#. Fait c'est juste des langages différents. Ceux qui se connaissent en programmation pourront. Quelqu'un qui connaît les deux langages pourrait peut-être nous dire que ça se ressemble un peu, mais. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de mais. C'est deux langages différents. Donc, est-ce qu'il y a un langage qui est meilleur que l'autre? Pas nécessairement. Mais il y a un phénomène, par contre, qu'il faut considérer. Je vous fais une histoire très courte. Là. Moi, j'ai été engagé à temps plein dans le département de jeux vidéo il y a 3 ans. Ça fait 7 ans que j'enseignais la modélisation dans d'autres départements, puis aussi en jeux vidéo, mais le programme en ligne, avant que ce programme-là, il y ait des cours en ligne. Mais j'ai vraiment commencé comme à joindre le département de façon permanente il y a 3 ans. Puis à l'époque, c'était Unity all the way. Tous les profs utilisaient Unity, puis ils avaient leur raison, puis c'est ça, c'était Unity. Puis moi, personnellement, je préfère Unreal Engine depuis toujours. Puis j'ai appris à l'école, c'était Unreal 3 à l'époque. Et je le préférais, je suis plus habitué, puis j'ai développé par moi-même pendant des années. Mais ça, c'est ma préférence personnelle. Ça ne vient pas jouer dans ma décision professionnelle. Okay? Mais ma décision professionnelle avec le département, ça a été qu'on établisse Unreal comme l'engin par défaut à l'école. Pas parce que Unity n'est pas bon, puis parce que les jeux mobiles, c'est pas intéressant. Je vous dis franchement, à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de jobs en mobile. Partout sur la planète, il y a beaucoup de développement en mobile, en jeux mobiles. Et il y a beaucoup de chances pour que vous ayez une job, votre première job, ce soit dans les jeux mobiles. Puis il n'y a rien de mal à ça. C'est correct. Et la vraie raison pourquoi je suis très confiant que c'est ça qu'on fait, puis Unity, vous allez le voir un petit peu là, dans certains cours, dans le futur. Dans notre cours, nous, ça va être uniquement Unreal. Puis je vous explique pourquoi. Un de mes très bons amis est programmeur chez Ubisoft, puis il fait de la programmation depuis 10 ans, okay, professionnellement. Puis quand j'ai été engagé il y a 3 ans, je le croise, puis je lui dis « Hey, c'est ça, j'enseigne telle place, puis tel cours, puis il est bien intéressé, puis il pose plein de questions. Puis là, je lui dis que c'est ça, l'école utilise Unity, puis il me dit « T'es-tu sérieux? C'est tellement ridicule. » Puis je dis « Pourquoi? » Il me dit « C'est une erreur tellement grave que l'école fait. » Puis je dis « Pourquoi? » Il dit, voici la raison. Puis là, vous comprenez que 90% des jeux mobiles, puis etc., 75% de la part de marché. Et mon ami qui est programmeur, qui connaît tous ces langages de programmation, là, il me dit, check, c'est super simple. Tes étudiants, là, ils vont avoir un diplôme, ils vont chercher une job. Il y a 8 chances sur 10 qui travaillent dans aucun de ces engins-là. OK?
même des petits studios, ils utilisent des engins custom. Anyways, ça sera ni l'un ni l'autre. Mais ils me disent, ce qui est sûr, c'est que tous les engins de l'industrie du jeu vidéo utilisent le C++. Donc, Unreal Engine est bâti sur le C++. Fait que même si on n'a pas vraiment de cours de C++, okay? On fait Unreal, on utilise des blueprints et on ne fait pas de cours spécifiques sur le C++, c'est l'architecture, c'est comme ça que ça s'appelle en programmation, l'architecture sur laquelle est basé l'engin, c'est le C++. Fait que la logique est la même. Fait que si vous allez chez EA Motive, Frostbite est bâti sur du C++. Si vous allez chez Ubisoft, je pense qu'ils ont 3 engins différents, sont tous bâtis sur le C++. Fait que lui, il m'a dit, moi, lui, c'est un spécialiste en C++, puis il m'a dit, ben, je connaissais un petit peu Unreal, puis apprendre l'engin chez Ubisoft, ça a été vraiment une farce. C'était très facile parce que c'est tout basé sur C++. Fait que la réalité, c'est pas qu'il y a un engin qui est meilleur que l'autre, mais encore une fois, c'est l'opinion de mon ami. Je suis pas d'accord que Unity, c'est un crime d'enseigner Unity. Je pense que c'est correct là, aussi d'enseigner Unity. Mais la transition va être beaucoup plus smooth pour quelqu'un qui connaît Unreal. Même si vous faites 100% des blueprints, vous faites de la programmation quand on fait des blueprints. Okay? On va y revenir, on va en faire un petit peu ensemble. La logique que vous appliquez, vous allez la comprendre pas mal mieux avec ça. Puis ça, c'est l'histoire d'il y a 3 ans. Okay? Depuis 3 ans, Unreal Engine, Epic Games, que vous connaissez bien, j'imagine, a maintenant lancé Unreal Engine 5, okay, qui est en Early Access, Early Release. Nous, on ne va pas utiliser Unreal 5 tout de suite. Okay? Je ne vais pas vous démoraliser ou quoi que ce soit, mais probablement la session prochaine, c'est peut-être là-dessus que vous allez passer. Puis l'industrie va toute se mettre à Unreal Engine 5 et le futur est vraiment prometteur avec Unreal Engine 5. Si vous avez suivi l'actualité un peu, on va en reparler, pas aujourd'hui, on va en reparler plus tard, toutes les innovations technologiques que Epic Games a amenées. Il y a 1 an, ils ont dévoilé Unreal 5, puis toute l'industrie était comme non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut juste pas. Puis il y a à peu près 3 mois, ils l'ont mis en Early Access, moi je l'ai downloadé, puis ils ont livré ce qu'ils avaient promis, ce qui est complètement révolutionnaire. C'est les nanites, le lumen, de façon beaucoup plus précise, mais aussi la façon de gérer les open world, le world partition et le meta sound, c'est comme à tous les niveaux. Animation aussi, leur système d'animation, à peu près tout, l'intégration de Megascan, à peu près tout. Puis là, pour ceux qui sont comme moi, j'ai jamais entendu ça, vous en faites pas, on va tout voir ça dans le temps comme dans le temps. Mais tout ce que Unreal a fait depuis 1 an, toutes les compagnies qu'ils ont achetées, ils ont acheté ArtStation il y a 3-4 mois, ils ont acheté Quixel, qui est Megascan, ils ont acheté Houdini, pas 100%. Ils ont acheté une partie d'Houdini, de Side Effects, c'est quoi le nom de la compagnie? Là? Side Effects Real, Side Real, whatever. Ils achètent des compagnies à tous les 2-3 jours. Okay? Puis, il y en a dont personne n'a entendu parler, mais c'est une petite firme qui a un brevet sur un truc de caméra, whatever. Unreal 5, Unreal 4 et Unreal 5 s'en va dans la direction de plus en plus du comment on appelle ça, du live production. Donc, par exemple, The Mandalorian a été produite avec Unreal 4. Okay? Donc, production live, intégration, film et environnement en temps réel, c'est vers ça qu'on se dirige. Ça veut aussi dire, vous n'en faites pas, là, nous on se concentre sur les jeux vidéo, mais je peux vous dire aussi que tous les domaines connexes dont j'ai commencé à parler un peu la semaine dernière, là, donc VR, AR, film d'animation 3D, intégration, donc comme le Mandalorian, intégration live action et digital, Unreal s'en va vraiment dans une direction clairement next level. C'est vraiment, comme on dit, the shit. Là. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus préférable pour vous d'être habitué à Unreal 4 et 5, éventuellement, dans votre parcours. Et MetaHuman aussi, c'est complètement débile. Donc, que vous fassiez du gaming ou d'autres domaines autour de cette industrie-là, du CGI, Computer Generated Imagery, tout ce qui a rapport avec le digital, l'intégration digitale,
je pense que Unreal est l'outil à utiliser. Après ça, il n'y a rien de mal à Unity. Okay? Il n'y a absolument rien de mal. Unity, c'est fort pour le VR aussi, le AR. Ça a été reconnu depuis longtemps. Pour le mobile, de façon générale, c'est très bon aussi. Pour tout ce qui est pixel art 2D, Unity va être plus populaire. Okay? Ça, c'est le résultat. Ceci dit, Unreal et Epic Games a décidé qu'ils allaient s'attaquer à plus de parts de marché du indie gaming. Et je vous explique l'annonce qu'ils ont faite. Avec Unreal, si vous développez votre jeu avec Unreal, vous n'avez aucune royauté, $0 à leur verser jusqu'à 1 million US de revenus. OK? Ça veut dire 99% des jeux indie. Fait qu'ils sont vraiment agressifs. Okay? Avant, c'était 50 000 de budget. Donc, non, 5%, ça a changé, Jean-Michel, ça a changé. C'est 0 jusqu'à 1 million de dollars US. Avant, c'était 5% à 50 000. Il avait monté, je pense, à 100 000, mais maintenant, c'est absolument 0. Puis, je suis en train même de me demander, peut-être même il y a des jeux publiés là, avec des publishers qui vont peut-être s'inscrire là-dessus. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir, mais je sais qu'ils veulent s'attaquer au marché indie beaucoup. Et puis, il y en a de plus en plus de créateurs qui font comme, OK, je vais switcher de Unity à Unreal. Donc, par jeu, Émeric. Donc, si tu fais 25 jeux, ben c'est 25 fois, tu as jusqu'à 1 million US de revenus à ne verser rien, absolument rien. OK? Oui, c'est ça, tu as raison, Jean-Michel. C'était 0%, mais ça a déjà été 50 000. Il y a une époque où moi, je commençais à faire des démarches pour voir comment ça fonctionnait. C'était en 2015-2016, c'était 50 000. Ils l'ont bumpé à 100 000 et c'était 5%. Maintenant, c'est comme Batman Arkham Knight, qui est un très bon jeu d'ailleurs, qui a vendu je ne sais pas combien exactement, qui a fait bien de l'argent. Ils ont versé 5% de royauté à Unreal, à Epic Games pour avoir utilisé Unreal Engine 4, qui était un chiffre. Si tu fais la moyenne, si tu fais le calcul, c'est quand même un gros chiffre, mais c'est rien exactement. Parce que développer un engin pour n'importe quel studio, honnêtement, ça part à 5 millions, pas mal US, là, pour juste le développer. Puis là, faire comme, OK, il faut qu'il soit plus stable. Puis là, c'est des employés à temps plein, des programmeurs, des spécialistes. C'est des millions par année pour maintenir un engin. Puis moi, j'ai parlé avec plusieurs spécialistes, un autre gars d'Ubisoft qui ne travaille plus chez Ubisoft. Puis j'avais dit, tu sais, mettons, tu as un studio et tu as bien de l'argent, là, c'est une bonne idée de développer son propre engin. C'est comme, tu le mets custom, tu fais ce que tu veux. Il n'y a aucune raison de faire ça aujourd'hui. À moins que tu sois une méga corporation puis que c'est de la recherche et de développement. Puis dans le fond, tu sauves des taxes quand tu fais ça. En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez les joyeuses lois corporatives que dans le fond, ils ne payent pas d'impôts. Si c'est comme une dépense réelle que tu as à faire, tu ne fais pas ça. En tant que compagnie, il n'y a aucune raison. Tu prends Unreal ou tu prends Unity, dépendamment du type de jeu. Et Patrick? Ben, moi, je veux savoir, dans le fond, dans le fond, combien de temps un engine peut rester pertinent? Mettons, je pense juste à mettons, Bethesda, qui, eux autres, c'est-tu leur propre engine, ça? Moi, je peux pas voir ça, mais à un point, tu vois que là, il y a comme plein de bugs, puis plein d'affaires. Une limite. C'est ça. Que Bethesda devrait changer. Ben, tout le monde le dit, mais justement, est-ce que c'est parce que bon, là, ça coûterait trop cher ou ils veulent pas passer, mettons, à Unreal ou à un certain point, ton engine reste pas pertinent longtemps, au sens, surtout que ça va vite aujourd'hui, l'évolution. Absolument. Absolument. Regarde, on va prendre l'exemple d'Unreal parce que c'est un indépendant, puis c'est juste un engin, right? Unreal 3 a été pertinent pendant peut-être 2003 à 2013. Je pense qu'il a été quand même très long. Honnêtement, je me rappelle pas quand Unreal 2 était le deuxième development kit, mais disons, le cycle de vie utile d'un engin, c'est comme les consoles, c'est 6-7 ans maintenant. Tu vois, moi, quand j'ai gradué en 2013, 2014, il est sorti en 2004. On est en 2020, 2021, officiellement, Unreal. 2022, il va sortir la version finale. La version Early Access est disponible. Fait que tu vois, un cycle d'à peu près 7 ans, à peu près. Fait que
super bon exemple. Merci d'apporter l'exemple de Bethesda. Qu'est-ce que c'est la raison? Ils ont les sous. Okay? Ils ont définitivement le budget pour faire comme, OK, on crée un autre engin. Ils peuvent faire ça. Après avoir release Skyrim à peu près comme sur cette affaire. Toutes les plateformes de l'humanité. Ouais. Écoute, qu'est-ce qui fait que, tu sais, ils pourraient se dire, on passe à Unreal Engine ou on va en partenariat avec Amazon, puis on y va avec Lumberyard. On reviendra là-dessus. C'est pas la chose à faire. Mais moi, je crois qu'ils devraient, puis peut-être qu'ils sont en train de travailler, je ne sais pas, je ne suis pas à l'interne, je ne m'y connais pas, je connais personne chez Bethesda ou Zenimax. Ils devraient définitivement sortir un engin beaucoup plus performant, beaucoup plus updaté. La raison, est-ce que, honnêtement, je pense que c'est une compagnie qui est dirigée par quelqu'un de très têtu, je pense. Je pense qu'on l'aura compris. Est-ce que c'est ça la raison? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même faire de l'argent, sortir des jeux qui n'ont pas trop de bugs, c'est quand même dans leur meilleur intérêt. Puis ça semble être difficile. Ça semble être difficile. Encore une fois, tu vois, à l'interne de EA, de Ubisoft, ils updatent leur engin. Des fois, ils ont le même nom. Là, comme chez Ubisoft, il y a Anvil, il y en a un autre aussi. Tu sais, je sais qu'à l'interne, c'est genre Anvil 3, Anvil 4, Anvil 5. C'est comme Unreal Engine 3, 4, 5. Après ça, pour aller un petit peu plus loin avec ta question, tu vois, j'ai entendu parler des jeux qui sont sortis il y a 1 an ou 2, là, des MMO coréens qui ont été développés avec Unreal 3. C'est inconcevable. Moi, j'ai étudié avec Unreal 3, je détestais. C'était clunky, c'était old school. Ça faisait la job. Ça faisait la job. Mais Unreal 4, l'évolution par rapport au 3 est comme, oh mon Dieu, j'ai tellement commencé à aimer ça depuis que c'est sorti, Unreal 4. Mais oui, est-ce que c'est Blade and Souls? Merci, Pamela. Oui, c'est ça, c'est un jeu récent là, qui est sorti. Mais pourquoi? Parce que le jeu, ils l'ont développé, la recherche et développement, la phase de pré-production, des fois, ça prend 5 ans. Et ils font comme, OK, là, on a le financement. Fait que, et d'ailleurs, le jeu a 5 ans. Voilà. Et donc, là, ils ont du budget, ils ont des investisseurs. Fait que là, OK, on lance le jeu. On lance la production du jeu pour que le jeu soit lancé dans 3 ans, 4 ans. Donc, ça fait 8 ans. 9 ans. Fait que des fois, ça passe des cycles complets dans le jeu. Donc, oui, c'est ça, c'est dur à dire, les MMO, surtout développés à l'extérieur. Mais, exact, un MMO, c'est pas rare qu'on entend que ça fait 10 ans, 8 ans que c'est en développement. Puis je sais que ça a l'air comme inconcevable, mais il y a beaucoup de choses qui vont dans la production d'un MMO. C'est beaucoup plus que juste le jeu en tant que tel. C'est tout le phénomène des serveurs, les coûts, la localisation, le ping, s'assurer que ça fonctionne dans tel pays. C'est comme un cauchemar total, si vous me demandez. Mais ouais, c'est ça. Il me semble que ça se peut-tu qu'il y ait Blade and Souls 2 qui est sorti? Je ne sais pas si je suis à jour dans mes actualités, mais je pense que j'ai joué à Blade and Souls il y a 1 an ou 2. C'était super. Super beau, les animations étaient vraiment, vraiment top-notch. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui manquait à ce jeu-là. Oui, ben Samuel, oui, tout ça est possible aussi, dans tous les engins d'ailleurs. Donc, t'en fais pas. Puis si tu es très familier avec Unity, je te dirais qu'Unreal, c'est vraiment différent, mais ça reste un engin. Donc, avec une petite période d'adaptation, tu vas comprendre. Puis ton expérience avec Unity va te servir. C'est 2 engins différents, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Pendant un bon bout de temps dans Unreal, ben, je pense que dans tout le programme ici, tu ne feras pas vraiment du coding C++, mais rien qui t'empêche de l'apprendre par toi-même aussi. Parce que si tu vas être plus familier avec ce que tu as fait avec Unity, avec le C#. Anyway, on va y revenir. J'en rediscuterai dans le futur. Oui, c'est ça, ce qui est excellent. Puis, encore une fois, dans tous les groupes, j'en ai là, qui ont de l'expérience avec Unity. Pensez pas que ce que je dis, c'est Unity, c'est pas bon, puis Unreal, c'est bon. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est préférable pour votre programme ici de voir Unreal, puis de prioriser Unreal. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait une formation sur Unity. Puis il y a certains cours, vous allez le voir Unity. OK? Fait que voilà. Une question, moi, j'ai une préférence personnelle, j'ai utilisé les deux. Mais moi, je fais beaucoup plus des jeux 3D avec des graphiques un petit peu plus poussés. Fait que je ne me pose même pas la question. Mais si vous faites du pixel art ou du 2D en général, c'est Unity qu'il faut utiliser.
OK? Fait que c'est des outils différents qui nous aident à faire un travail différent. Fait que voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre un break maintenant, mais avant de prendre le break, je pense que ça vaut la peine qu'on installe Unreal. OK? Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ah, ouais, bon commentaire. Là. Bon commentaire, Samuel. Et Pamela, oui, c'est ça, OK. J'avais entendu que Blade and Souls est en développement. Il n'est pas sorti encore. OK, parfait. Oui, il y en a qui reconnaissent un petit peu les levels, c'est bon signe. Donc, avant de faire ça, on va aller sur la page de. Ben, on va faire ça ensemble, c'est très simple. Donne-moi 2 secondes. Donc, vous allez sur Google, puis vous tapez Unreal Engine 4. Et vous pouvez même cliquer sur le Add, la première recherche, qui va être ici. OK. Ah, puis là, ils ont updaté la petite vidéo. Donc, ben voilà, vous allez sur Download. En fait, vous allez devoir créer un compte en premier. Moi, j'ai déjà un compte. Laissez-moi voir si je peux signer, s'il se rappelle de moi. Donc, une fois que vous êtes déjà, je vais juste faire ça à l'extérieur de l'écran, 2 petites secondes. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il va vraiment tout nous montrer ses affaires personnelles, là? Non, mais Comment... les passwords sont, c'est des petits points. Vous Comment n'avez ça pas va tout vu. là? Je commence à stresser, là. Une chose avec Unreal, c'est que, donnez-moi 2 petites secondes. Généralement, quand là, vous allez créer votre compte, ça prend 2 petites secondes, c'est vraiment simple. Mais une fois que vous avez votre compte et que vous loguez, souvent, il vous demande OK, cliquez ici, on va vous envoyer un code pour certifier que c'est bien vous. C'est un petit peu fatigant, mais c'est ça, c'est pas très long. De toute façon, donnez-moi 2 secondes. J'aurais dû loguer avant. Désolé, j'ai pas pensé. C'est pas grave, on va tout faire ça ensemble. Je vais juste récupérer mes accès. Hop, est-ce qu'il va me laisser loguer du premier coup? Et drumroll, non, je pense pas. Oui, non? Ah non, il faut que je rentre le code. Voilà. Comme d'habitude. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais récupérer ça. Fait que ça, il est un petit peu maniaque, mais voilà. Il serait en sécurité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait personne qui a été volé, s'est fait voler quoi que ce soit par son compte en Unreal. C'est pas grave. Mieux vaut être plus prudent que pas. OK, ça load. Et voilà. Donc, je suis logué. Donc, une fois que vous êtes logué, vous allez faire download. Je vous le montre, là, vous allez le faire quand vous serez. Et oui, mais ça, on n'a pas besoin de faire ça tout de suite. On va installer 4.27, mais on a besoin d'installer l'installeur avant. Okay. Ce que vous allez installer, en fait, c'est ce truc-là ici, le Epic Games Launcher. Okay? Puis à partir du Epic Games Launcher, vous pouvez installer toutes les versions, pas toutes les versions, mais de différentes versions. OK? Donc, vous avez la Publishing License, Creators License. On va choisir, si je me souviens bien. Et vous voyez, 5% de royauté one product et the first 1 million US of lifetime gross revenue your product makes is royalty free. Donc, voilà, c'est ce que je vous dis un petit peu plus tôt. Free to use, no royalty. Honnêtement, pour l'instant, peu importe laquelle vous installez, ça revient au même. Je ne pense pas que pendant votre programme, vous allez publier quoi que ce soit. Il n'y a vraiment pas de différence, mais vous pouvez installer la Publishing License si vous voulez, ou la Create. Honnêtement, ça ne fait aucune différence. Vous n'allez rien voir de différent. Dans le futur, si vous travaillez sur un jeu, puis vous faites comme ça, je veux le publier, là, ça vaudrait la peine de venir relire tout ça, puis de s'assurer que tout est beau, là, mais ça ne vous donnera rien. Custom Application, Internal and Free Project, Linear Content, for learning students, educators, personal, blablabla, c'est tout la même. Fait que, honnêtement, faites ce que vous voulez. Ça ne change rien, je vous dis. Mettez la publishing tout de suite, là, moi, si je te dis. Oui, ça, on y reviendra. Ça, c'est de. Si vous publiez, si vous mettez, il faut que ce soit
si vous le mettez dans le Epic Store, Epic Game Store, votre jeu, mais il faut que ce soit exclusif ou quelque chose de même. Mais même s'il n'est pas exclusif, là, toutes vos ventes, il va y avoir 12% que Epic Games retient. Et, mais c'est pas obligatoire d'être exclusif. Là. De toute façon, les ventes lifetime, c'est 12%. Steam, c'est 30%. Tu vas faire 1 million de fois plus de ventes sur Steam, par exemple. Fait que, oui, la cote est beaucoup plus grosse, mais le volume de vente est beaucoup plus gros. Oui, il y a des ventes à tous les 2 jours sur Steam, mais tu peux décider de faire des ventes ou pas. GOG, honnêtement, j'en entends plus parler. C'est sûr que ça existe. Puis j'ai déjà acheté des jeux sur GOG. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage sur GOG. C'est sûr que c'est pas 30%. C'est sûr. Anyways, OK. Fait allez-y pour Publishing License. Moi, je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà. Ce que vous allez installer, donc, ça va être ça. Epic Games Launcher. OK, on peut faire un petit parcours. Il y a le Home. Il est un petit peu lent loadé des fois. Donnez-y 2 minutes. Donc, ben voilà. En priorité, ça reste un store. Fait qu'on va aller sur le store. Fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime le store de Epic Games. J'en fais partie. Moi, je suis membre depuis très longtemps. Il y a un jeu gratuit par semaine. Cette semaine, c'est ce jeu-là, mais il y a des AAA. J'ai eu GTA 5, mais je l'ai déjà sur 2 consoles. Fait je n'avais pas raison de payer. J'ai eu tous les Batman que j'avais déjà anyways, mais il y a Watch Dogs 2 il n'y a pas longtemps. Civilization 6, il y a beaucoup de jeux. Fait d'être inscrit, surveiller à tous les jeudis, toutes les semaines, il y a un jeu gratuit. Des fois, il y en avait 2. Des fois, c'est des indies, des fois, c'est des gros jeux. J'ai eu Control gratuit, il y a peut-être 2 mois. Fait que ça vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour ça. Okay? Après ça, j'ai eu Borderlands aussi, je peux vous montrer. Plague Tale était gratuit il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment de très bons jeux. Là, j'ai aucun jeu qui est installé parce que j'ai crashé mon SSD là, il n'y a pas longtemps. Mais c'est ça. Au bout de quelques années, vous allez voir qu'il y a plein de très bons jeux. De Messenger, il était gratuit à un moment donné. Sur ce store-là, je n'ai jamais acheté un jeu encore. Okay, c'est dire à quel point je n'aime pas. Donc, prenez le temps d'installer votre truc. OK? Si vous finissez, vous allez sur la page ici, là, Unreal. Puis voici la navigation. Okay? C'est Unreal Engine. Vous avez la première page d'accueil ici. UE4 avec des nouvelles, featured content, etc., etc. Vous avez une section qui est très cool, Learn, où il y a des tutoriels très approfondis. Ceux-là sont pas approfondis. OK? C'est juste survol très vite. Vous voyez, si vous voulez apprendre le C++, ben, il y a une petite section programmeur. Il y a des exemples de projets. MetaHuman, pour faire des personnages réalistes, déjà rigués. Vous pouvez faire des animations. Il y a plein d'exemples. Puis il y a des tutoriels très poussés aussi, là, quand vous allez ici. Unreal Online Learning. On y reviendra un petit peu plus en détail. Marketplace, c'est cool. Oui, Frédéric? Je t'entends pas, Frédéric. Est-ce que tu... Ah, excuse-moi, c'est l'installeur d'Epic Games là, qui est ouvert. Oui. J'avais juste une question là, par rapport à comment se tenir au courant là, de tous les jeux, parce qu'honnêtement, je me sens vraiment newbie, là, parce que là, vous n'arrêtez pas de nommer plein de, c'est de pas jeux. grave, c'est pas grave, Frédéric. Non, mais c'est juste, dans le fond, tu sais, comme si je veux pas toutes les acheter de ma poche, y a-t-il une place où est-ce que je peux genre les essayer, mettons, au collège ou quelque chose? Ça, c'est une super bonne question. Parce que, tu sais, sinon, acheter un Xbox, une PlayStation, puis tout Non, il n'y a pas de raison pour se mettre à dépenser des centaines de dollars juste pour essayer des jeux. Je te dirais qu'avant, de toute façon, d'essayer un jeu, avant de le payer pour l'essayer, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, va sur Twitch, regarde des live streams ou sur YouTube, tu regardes des vidéos, puis tu regardes ce que c'est. Si tu dis comme, OK, j'aimerais vraiment ça l'essayer, ça a l'air vraiment cool, je te dirais que je sais qu'on veut faire ça à l'école, sur le campus, qui va avoir sûrement au courant de l'année, ça devrait être tellement. On est en train de travailler pour réaménager je ne sais pas c'est quel étage ils veulent faire ça. Ils veulent faire un Gamers Lounge. OK? Les salles de classe où vous allez avoir tous vos cours va aussi avoir une section VR, une section écran géant, une section juste pour gamer, pour le fun. Et
j'imagine qu'il va y avoir quelques consoles et un accès à Steam et tout ça. Là. Fait que, à suivre. À suivre. Nice. Okay, pour tout de suite, je ne peux pas te le dire. Là, avant la pandémie, là, avant qu'on soit tous en ligne, c'était un projet. Puis j'ai participé à établir ce projet-là. Ça ne s'est pas réalisé encore. Ça devrait arriver bientôt. OK? Fait que, si j'entends quelque chose, je te tiendrai au courant. Merci. Parfait. Alors, quand vous l'aurez installé, vous allez dans la librairie, vous allez probablement voir rien ici, ce qui est normal. Vous allez faire Install a new version of Unreal, et puis vous allez installer la 4.27. Et moi, pour tout de suite, je vais garder la 4.26, il n'y a pas vraiment de différence. C'est pas grave. 5.0, ça, c'est complètement différent. N'utilisez pas ça tout de suite. Dans le cours, on ne l'utilisera pas. Par contre, je vous encourage pour le fun, dans le futur, pas tout de suite là, pour ne pas vous mêler, mais dans le futur, définitivement, installez-le puis expérimentez avec Unreal 5. On va peut-être, pour le fun, l'utiliser un petit peu en classe, là, mais pour les cours, pour vos projets, on va s'en tenir à Unreal 4.27 pour la session. OK? Oui, Jean-Michel? Allô? Ouais, je me demandais, vu qu'on fait le cours en ligne, est-ce qu'un jour on va devoir aller à l'école pour les examens ou quelque chose comme ça? Non, tout peut être fait OK. à distance. Puis Parfait. les packages, les projets, vous allez me les envoyer sur Dropbox ou quoi que ce soit. Là. On peut tout faire à distance. On peut se débrouiller pour tout. Fait que pas de problème à ce niveau-là. Pour les autres cours, ben, vous allez sûrement avoir des trucs à aller faire sur le campus, puis peut-être remettre en personne. Ça dépend des autres profs. Là. En ce qui me concerne, ça va tout être à distance. OK? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, ben, on va faire une pause. On va donner le temps à tout le monde de télécharger, installer le 4.27. Et puis, ben, voilà, on revient dans 15 minutes. On espère que tout soit installé. Sinon, on a d'autres choses, d'autres matières à voir. Puis on va ouvrir l'engin puis on va jouer avec aujourd'hui. OK? Donc, on se revoit dans 15 petites minutes. À tout de suite.